Madame, Monsieur, amis de Port-Royal, bonjour et bienvenue dans cette minute de Noël 2021 où nous allons parler de Madeleine Hortemels et des vues qu'elle a exécutées, des vues d'architecture du monastère de Port-Royal des Champs. Nous allons tout de suite entrer dans son univers et voir une de ses gravures qui va faire l'objet de cette minute aujourd'hui. L'histoire de Port-Royal s'incarne en effet dans des figures célèbres et éminentes, telles celles de Pascal, d'Antoine Arnauld, de la mère Angélique Arnauld ou de Pierre Nicole, pour ne citer que ces exemples emblématiques, mais elle s'incarne également dans des lieux, et particulièrement dans deux lieux, les monastères dans lesquels les cisterciennes de Port-Royal furent novices, prononcèrent leurs vœux et vivèrent leur foi au XVIIe siècle. L'un de ces monastères est toujours debout, au moins pour partie, de même que sa chapelle, que vous voyez ici sur une gravure ancienne. Elle est incluse aujourd'hui dans l'hôpital Cochin, dit parfois de Port-Royal, à Paris, dans le 14e arrondissement, dont vous voyez une vue actuelle. L'autre de ces monastères, dit de Port-Royal des Champs, se trouve aujourd'hui dans le village de Magny-les-Hameaux. Il est détruit depuis plus de 3 siècles. Ces ruines que vous apercevez ici sont devenues le fleuron des œuvres du musée de Port-Royal. C'est pourtant ce monastère qui est resté le plus dans la mémoire collective, non seulement parce que sa destruction, ordonnée par Louis XIV en 1709, fut comprise comme une violence par les partisans de Port-Royal, mais aussi parce que le monastère fit précisément l'objet d'une série de vues d'architecture gravées qui le fit passer pour des décennies au rang de lieu martyr et bientôt de lieu de mémoire. Alors, ces gravures, dont l'aura fut très grande dans les cercles port-royalistes au début du XVIIIe siècle, puis tout au long du XVIIIe siècle, puis dans ceux que l'on a nommés plus tard jansénistes sous Louis XV, font l'objet de cette minute. Comment ces gravures se présentaient-elles? Qui les avait créées? Et dans quel but? Ce sont ces questions auxquelles nous allons répondre ensemble. Nous avons la chance de connaître leur auteur, car les estampes sont signées, comme elles l'étaient le plus souvent sous l'Ancien Régime, à l'inverse des huiles sur toile. Et elles ont été exécutées par une femme graveur, Madeleine Hortemels, à l'âge de 24 ans environ, et sans doute dans son atelier situé dans la librairie Paternelle à Paris. Avant de parler de ses œuvres, il faut s'arrêter un instant sur la personnalité de Madeleine Hortemels, car c'est certainement une des figures les plus intéressantes des cercles artistiques liés à Port-Royal au début des années 1700. Madeleine est née, en effet, dans un milieu important pour la diffusion de la théologie port-royaliste. Elle est fille d'un libraire de la rue Saint-Jacques à Paris qui avait pour nom Daniel Hortemels. C'est dans ce quartier que vous pouvez apercevoir sur ce plan de Paris, au sud du bras de Seine, et ici en détail, qu'étaient installés les libraires, les graveurs, les marchands graveurs, donc près de tous les collèges importants et près de la Sorbonne. Souvent, ils étaient convaincus par les idées des messieurs de Port-Royal et leurs éditeurs, puisqu'ils éditaient et imprimaient leurs écrits. Certains d'entre eux étaient d'origine protestante et avaient été obligés de se convertir après la révocation de l'édit de Nantes en 1685. C'était ce que l'on appelait des nouveaux convertis, qui voyaient dans la résistance des moniales de Port-Royal à la politique religieuse de Louis XIV une opposition légitime à un pouvoir qui leur avait ôté parfois leur liberté de religion. Le père de Madeleine, d'origine hollandaise, était un de ces libraires protestants. Mort en 1691, alors que la jeune Madeleine avait seulement 5 ans, il est possible qu'il se soit converti,
ou, vu sa date de mort, qu'il ait échappé à une conversion forcée. En tout cas, c'était un libraire réputé qui éditait aussi des ouvrages religieux. Vous en avez un exemple ici à l'écran avec le nom de sa librairie, Au Mécénas, au Mécène, rue Saint-Jacques. À la mort de son père, la jeune Madeleine Hortemels était sous la garde de sa mère, la veuve de Daniel, Marianne Cellier, elle-même fille d'un libraire protestant. Elle se trouva seule à la tête de la librairie du Mécène, rue Saint-Jacques, et avait alors 4 enfants en bas âge, dont elle devait assurer la subsistance par l'exercice de la librairie et de l'édition en reprenant la clientèle de son mari. Son aînée, Marie-Anne, Hyacinthe, dite Marie-Anne, était née en 1682. Elle épousera par la suite un graveur parisien célèbre, Nicolas-Henri Tardieu, et mourra en 1727 à 45 ans. Elle exerça elle-même le métier de graveur, plutôt spécialiste de portraits. La plupart des portraits qu'elle a gravés montrent des ecclésiastiques, et certains étaient liés aux querelles religieuses des années 1700-1710, comme Pasquier-Quesnel, à l'origine de la bulle Unigenitus de 1713. Vous avez ici un beau portrait avec un détail qui vous montre la manière de Marianne Hortemels. La cadette, Marie-Nicole, était née en 1689. Elle mourra après 1745, mais à une date que l'on ne connaît pas. Et elle épousera, elle aussi, un portraitiste célèbre, Alexis Simon Bell, en 1722. Voici l'autoportrait d'Alexis Simon Bell. Marie-Nicole était aussi un graveur très affirmé et célèbre qui travaillait d'après des peintures et souvent d'après des peintures de Hyacinthe Rigaud. En voici un exemple qu'elle a exécuté avec sa sœur Marie-Anne. C'est une gravure qui fut éditée au Mécène dans la librairie paternelle et qui représente Henri de Thiard de Bissy, évêque de Meaux, qui avait été peint en 1715 par Hyacinthe Rigaud. Vous avez ici la gravure d'après le tableau du peintre célèbre du roi Hyacinthe Rigaud. Marianne Cellier avait aussi un fils, Frédéric, né en 1688, un an avant la dernière fille. Apparemment, il ne fut jamais marié et il mourra en 1738. Lui aussi était un graveur très estimé qui copia des œuvres peintes, donc ce qu'on appelle un graveur d'interprétation d'œuvres peintes, et il interpréta plusieurs œuvres de la collection du banquier Crozat, comme la Samaritaine d'après Garofalo, que vous avez ici, ou encore Cette Sainte Vierge d'après Domenico Fetti, qui était un des fleurons de la collection de Crozat, et dont vous avez un détail qui vous montre la grande qualité de l'exécution de la gravure au burin de Frédéric Hortemels. Et enfin, le 4e enfant, qui était en fait la 2e fille, notre héroïne du jour, Marie-Madeleine, qui était née en 1686 et qui mourra en 1767. Elle épousera elle aussi un artiste, un graveur, du nom de Charles-Nicolas Cochin, dit Charles-Nicolas Cochin le père, pour le différencier de leur fils, lui aussi dénommé Charles-Nicolas, et qui sera un des plus grands graveurs du règne de Louis XV. À la mort du libraire Hortemels, il est probable que la solidarité familiale et de métier joua à plein, puisque les 4 enfants Hortemels, 3 filles et l'unique garçon, reçurent une formation de graveur très complète auprès de collègues dont on ne connaît pas les noms, et sans doute dans le quartier de la rue Saint-Jacques. Le fait n'était pas rare sous l'Ancien Régime, bien entendu, mais le parcours de Madeleine, qu'on appelait Madeleine tout court au lieu de son nom entier de Marie-Madeleine souvent, est particulièrement intéressant
car elle semble n'avoir jamais cessé d'exercer son métier de graveur une fois mariée, et elle a joué un rôle prédominant dans le ménage Cochin. Selon les sources, elle assistait son mari pour achever certaines estampes au burin, et apparemment, elle préférait cette technique qui demandait d'inciser une plaque de cuivre en général avec un instrument pointu appelé burin. Et elle n'était pas aquafortiste, elle ne gravait pas à l'eau forte, mais faisait apparemment, en plus de ses œuvres personnelles, certaines retouches au burin, quand son mari, par exemple, pratiquait lui-même le burin ou l'eau forte. Elle assista aussi son fils, Charles-Nicolas, deuxième du nom par la suite, sans donc cesser de créer des estampes qu'elle signa seule, ou bien des gravures d'illustration pour le livre, ou bien des gravures d'interprétation, comme le faisaient son frère et ses sœurs, à partir de tableaux variés, comme ici, d'après un tableau de Nicolas Bertin, le baptême de l'eunuque de la reine Candace de 1718, dont on ne conserve plus d'ailleurs le grand tableau, mais seulement le modello au Louvre, qui est à gauche en couleur, et vous avez la gravure inversée de Marie-Madeleine Hortemels à droite, avec une technique exceptionnelle, elle aussi, vous le voyez, peut-être encore plus exceptionnelle que celle de son frère, d'ailleurs, sur cette estampe. Vous voyez la croisée des tailles, ce qu'on appelle les tailles du burin, qui permet de faire des ombres extrêmement délicates. Marie-Madeleine vécut toute sa vie dans un milieu artiste, donc. Et même après la mort de son mari en 1754, elle continua d'exercer son art. Elle était logée au Louvre chez son fils, Charles-Nicolas Cochin, qui avait obtenu du roi un logement au Louvre, et elle habitait avec son fils, avec sa fille, Madeleine Geneviève, et une cousine du côté maternel, qui toutes les deux étaient restées demoiselles. Selon le témoignage d'un élève de son fils, qui s'appelait Migère, les trois femmes conservaient apparemment dans les années 1750 et 1760 des opinions farouchement favorables à Port-Royal. Elles vivaient ensemble comme dans un phalanstère, avec un souci d'économie domestique et même d'ascèse assez remarquable pour qu'il soit assimilé à un engagement religieux dans le monde. Toutefois, dans les années 60, leur engagement port-royaliste paraissait aux jeunes élèves de Cochin un peu passé de mode et même, il faut le dire, un peu ridicule. Il rapporte malicieusement dans ses mémoires que son maître, Charles-Nicolas Cochin, délaissait la table de sa mère le plus possible. Sans doute était-elle un peu fruste. De même, il rapporte qu'on les appelait alors les trois sempiternels. Ce qui pourrait faire référence à leur austérité sans faille, acceptée pour l'austérité éternelle, ou bien à la constance de leurs convictions et également, bien sûr, à la constance de leurs convictions port-royalistes qu'apparemment rien ne pouvait ébranler. Un dessin pourrait rappeler les traits de Madeleine Hortemels Cochin à cette époque, lorsqu'elle logeait au Louvre avec son fils, sa fille et sa cousine. C'est un dessin qui se trouve au musée de Cleveland et qui est attribué à Moreau le Jeune. L'identification n'est pas certaine, elle est identifiée par certains comme une femme anonyme appartenant à un cercle littéraire. Cependant, l'identification à Madeleine Hortemels est plausible parce qu'on aperçoit à l'arrière-plan, sur le mur en bas à droite, un dessin qui montre une séance de pose à l'Académie. Or, ce dessin, on le conserve, de plus il a été gravé et il est signé de Charles-Nicolas Cochin le Jeune. C'est donc un dessin, vous le voyez ici, qui a été créé par lui aussi, exécuté par lui, qui se trouve aujourd'hui au musée Carnavalet, et qui montre donc cette séance de pose à l'Académie. Si on regarde les deux images, on voit bien qu'il s'agit de la même œuvre. Donc, l'identification à Madeleine, qui aurait mis derrière elle, par fierté, des œuvres de son fils, est plausible sans être certaine,
et elle permet peut-être d'incarner un peu la figure de l'artiste dans ces dernières années, alors qu'elle était dans le logement de son fils, à moins qu'il ne s'agisse de la sœur de Charles-Nicolas Cochin, Madeleine Geneviève, mais il s'agit plutôt d'une vieille femme ici. Quoi qu'il en soit, la jeunesse de Madeleine demeure mystérieuse. Pourquoi a-t-elle décidé d'exécuter une série de gravures montrant le monastère de Port-Royal des Champs? Était-ce parce que les vues peintes ou gravées avaient du succès et qu'elle était assurée d'avoir, grâce à ses œuvres, une large diffusion de ces dernières? Car les bâtiments qu'elle avait en quelque sorte portraiturés étaient célèbres. Et de plus, ils avaient une célébrité de scandale, puisque le roi avait ordonné leur destruction. Vu ce que l'on sait de la fin de sa vie et du témoignage de l'élève de Cochin, on peut dire que peut-être la raison est son engagement religieux plutôt. Et vu ce que l'on sait aussi de l'engagement de son mari et de son fils dans les querelles religieuses des années 1730, puisque tous les deux travaillèrent pour des commanditaires en faveur des convulsions du cimetière de Saint-Médard, on peut presque affirmer que c'était une série de gravures plutôt militantes. Il est évident qu'elle exécuta ces gravures par solidarité avec les religieuses chassées de leur monastère, et donc qu'elle exécuta par conviction. Madeleine Hortemels partageait certainement les vues des cercles port-royalistes sur la religion. Sa génération avait été très marquée par l'exacerbation des querelles religieuses dans les années 1700 et 1710 autour de Port-Royal, et c'était une génération très sensible à la persécution religieuse. Ces œuvres gravées sont ainsi le résultat direct du basculement du XVIIe siècle au XVIIIe siècle. À ce moment, la résistance religieuse n'est plus seulement théologique, doctrinaire, elle prend un tour politique. Et l'estampe, qui est un médium de reproduction rapidement exécuté, s'offrait comme l'équivalent d'un tract facilement diffusable. L'écrit était certainement plus dangereux, car il pouvait tomber sous le coup de la loi et être censuré. Et les cercles réunis autour de Port-Royal, et notamment les cercles des graveurs de la rue Saint-Jacques et des libraires, marchands libraires de la rue Saint-Jacques, ont pu alors prôner l'image, l'usage de l'image pour défendre leur position. L'image, finalement, était un véhicule astucieux d'idées rendues difficiles à défendre par d'autres voies. Et l'image était de plus immédiatement parlante à tous, même à ceux qui ne pouvaient comprendre des écrits théologiques ou qui n'avaient pas l'envie de les lire. Et on peut dire que les défenseurs de Port-Royal comprirent au XVIIIe siècle tout le parti que l'on pouvait tirer pour la cause de l'image de masse, plus frappante et peut-être plus plaisante qu'un long discours. Et surtout, difficile à blâmer pour un censeur. Et en effet, en quoi la représentation d'un édifice conventuel pouvait-il être hors la loi, même s'il était promis à la destruction? En tout cas, il est impossible de savoir si la jeune Madeleine eut l'idée de telles images seule, si sa famille l'aida dans cette entreprise ou même son milieu professionnel. Elle aurait pu être inspirée par les gravures d'un graveur français exilé à Amsterdam, Bernard Picard, qui circulait alors à Paris grâce aux réseaux commerciaux entre les deux pays, notamment grâce aux réseaux commerciaux entre les graveurs hollandais et les graveurs parisiens, ceux de la rue Saint-Jacques. Mais elle eut peut-être cette idée seule, voulant, comme les religieuses, faire acte de résistance et d'engagement. Selon les mémoires sur la destruction de l'abbaye de Port-Royal des Champs de Jacques Fouillou, cet acte de résistance aurait valu à la mère de Madeleine une descente de police dans sa librairie et la saisie de gravures ou plus certainement des plaques de cuivre incisées par Madeleine, le 13 mai 1710. Du coup, on sait que 7 gravures avaient déjà été exécutées. Elles auraient été restituées à Madeleine par la suite.
Ces allégations de Jacques Fouillou n'ont pas été vérifiées par d'autres sources, notamment des sources d'archives. Mais il n'y a pas lieu de les mettre exagérément en doute, car la manière dont elles avaient été conçues était évidemment une défense des religieuses de Port-Royal et un plaidoyer pro-Port-Royal dans son ensemble. Comment se présente cette suite de 15 gravures? Il est difficile de savoir dans quel ordre elles ont été conçues à l'origine. On sait en tout cas que 6 ou 7 avant février 1710 étaient achevées et les restantes, 8 ou 9, avant août 1713. Donc, dans un intervalle de 2 ans, 3 ans, 2 ans et demi, on sait que Madeleine Hortemels a opéré. Il est plus facile de les classer en catégories qu'à la suite les unes des autres. Il y a d'abord des vues extérieures. Ici, la première est une vue cavalière, dite plan, mais qui en fait est une vue cavalière où sont indiqués, grâce à une légende que vous voyez ici en détail, tous les bâtiments les plus importants du monastère de Port-Royal tel qu'il était avant sa destruction. On sait que cette estampe a été éditée avant mars 1710. Il y a une autre vue perspective où l'on aperçoit les mêmes éléments face à l'église cette fois. Certains bâtiments sont manquants, ce qui prouve que peut-être que Madeleine s'est inspirée d'une autre vue ou d'un dessin antérieur. Quoi qu'il en soit, la vue est quand même assez précise pour reconnaître la plupart des bâtiments et notamment l'église au centre. Une autre vue est prise depuis une petite éminence. On aperçoit l'église de côté cette fois. Et enfin, on a une quatrième vue extérieure qui est une vue du cloître et du cimetière. La vue numéro 3, que l'on appellera numéro 3, intitulée Vue et perspective de l'abbaye de Port-Royal des Champs, est un petit peu différente des autres, car elle fait allégeance à la tradition du paysage, et notamment du paysage flamand, nordique, avec l'arbre repoussoir sur la droite qui permet de creuser l'espace et d'avoir une vue finalement plus pittoresque que les autres. Et dans toutes ces vues, il y a une forme de gradation. Elles n'ont peut-être pourtant pas été conçues à la suite, ni ensemble, mais elles se complètent. On a le sentiment de partir de très haut, puis de très loin, et d'approcher de plus en plus près de l'abbaye et des personnages qui la peuplent. Pour mieux ensuite passer, nous le verrons, à l'intérieur. C'est l'équivalent finalement de la contre-plongée au cinéma qui ménage un sentiment d'attente et de mystère et qui permet de pénétrer au plus intime des lieux. Un autre groupe de gravures montre en effet les religieuses à l'intérieur du monastère. La plus célèbre de ces gravures est celle qui montre la partie de l'église de Port-Royal des Champs réservée aux fidèles. Les religieuses se tenaient, elles, dans le chœur clos, à gauche, derrière la grille que l'on aperçoit ici, et étaient cachées à la vue. Il est possible que Madeleine Hortemels ait véritablement vu l'église, car cette estampe est très précise, avec une légende, elle aussi. Et on aperçoit sur la droite le célèbre maître-autel avec le tableau de Philippe de Champaigne, un peu esquissé, qui se trouvait au maître-autel. La scène que vous apercevez ici, et dont voici un exemplaire. On ne sait pas si c'est cet exemplaire qui était à Port-Royal ou à Port-Royal de Paris. En tout cas, tableau célèbre que tient à représenter Madeleine. D'autres estampes montrent l'avant-cœur et ses reliques, le cœur des religieuses, dont on conserve une estampe aquarellée ici, la procession des religieuses dans le cloître pour la fête Dieu, le chapitre des moniales,
puis la conférence des religieuses, qui elle se tient à l'extérieur, dans une solitude où les moniales pouvaient s'adresser les unes aux autres et rompre pour un temps leurs vœux de silence. Puis le réfectoire et les repas pris en commun complètent cette série qui est augmentée de représentations d'épisodes encore plus édifiants, comme par exemple la distribution des aumônes, les religieuses pensant les malades, puis les derniers sacrements, et enfin la mort et l'ensevelissement. Ces 15 gravures ne peuvent être minutieusement exactes, puisque Madeleine Hortemels, en tant que laïque, ne pouvait pénétrer au-delà de la clôture. Malgré tout, et malgré peut-être la liberté que Madeleine a pris avec la réalité, la série a un sens clair. Il s'agit de montrer les religieuses comme des saintes qui vivent une vie sacrificielle au service des pauvres, des malades et du Christ. Leur vie édifiante et parfaite les assimile à des justes et même à des martyrs dont on a détruit le monastère ou dont le monastère est en passe d'être détruit quand Madeleine commence sa série de 15 gravures. Le motif de la croix apparaît de manière récurrente dans les gravures pour finir en majesté dans la scène de la mort, mais elle apparaît sur les vêtements des cisterciennes, sur les gravures qui sont sur les murs. Les cisterciennes sont des filles de la Passion du Christ, c'est donc naturel, mais en même temps, Madeleine Hortemels insiste sur le caractère sacrificiel de leur vie monastique. Et montrer les moniales de cette façon, c'est évidemment en creux dénoncer le caractère inique des persécutions religieuses à leur encontre, et particulièrement de la destruction de leur lieu de vie et de sainteté. Madeleine Hortemels montre finalement le monastère comme une sorte de Jérusalem terrestre qui annonce le règne céleste des religieuses après leur mort. Le génie de la jeune artiste est certainement d'avoir peuplé ses vues d'architecture de personnages. Au lieu de les décrire à l'extérieur et à l'intérieur, sans aucune figure comme on le faisait auparavant dans les vues d'architecture, elle amène un élément d'intimité avec des personnages qui permettent de ne plus montrer des bâtiments de manière neutre. Elle en appelle ainsi au sentiment du spectateur, en animant ces architectures de petites scénettes édifiantes, mettant en situation les moniales qui elles-mêmes sont édifiantes. L'aspect quotidien de ces images permet aussi l'adhésion immédiate de celui qui regarde. Et le rejet du décret royal demandant la destruction de Port-Royal des Champs, qui paraît du coup abusif et outrancier, ces moniales si parfaites et si obéissantes chez Madeleine Hortemels, en quoi pourrait-elle être dangereuse? En tout cas, si la suite gravée n'empêcha pas la destruction annoncée, elle fit de Port-Royal des Champs un mythe, une relique même, visitée et vénérée par des foules de visiteurs jusqu'à la Révolution, durant des pèlerinages aux champs. Ces pèlerins pouvaient parfois être attirés par l'aspect nostalgique des ruines et se délecter de l'atmosphère crépusculaire du site peuplé de vestiges. En un sens, Port-Royal fut tout au long du XVIIIe siècle le Pompéi de Paris, qui avait ses adeptes, ses adorateurs et peut-être ses curieux. Des guides furent même édités, comme le Manuel des pèlerins de Port-Royal des Champs en 1767 par Gazaigne, dans lequel les voyageurs collaient des estampes de Madeleine Hortemels ou bien des estampes dérivées de celles de la jeune fille. Car ces estampes eurent tellement de succès qu'elles firent l'objet de moult dérivations tout au long du XVIIIe siècle, de transpositions et même sans doute de contrefaçons qui étaient vendues certainement assez cher. Pour l'édition, tout d'abord, on en tira des gravures d'illustration
comme celle pour le nécrologe de l'abbaye Notre-Dame de Port-Royal des Champs en 1723. Ici, vous avez une contrefaçon de Nicolas Boquet, puis ici, le nécrologe lui-même avec les bandeaux imaginés d'après les gravures de Madeleine Hortemels, édition qu'elle put avoir supervisée ou pas. On n'en a pas d'exemple qui puisse permettre de savoir si c'est le cas ou non. Madeleine Hortemels les adapta en tout cas elle-même pour des petits cartouches dans des gravures originales de cartouches rocailles, sans doute pour un ouvrage non identifié. Des reprises en peinture montrent aussi que la suite originale gravée eut un très grand succès. Plusieurs séries à la gouache sur parchemin se trouvent dans divers musées, notamment au musée de Port-Royal, par exemple, ou au musée Lambinet de Versailles. Elles mettent en couleur les motifs des estampes et les agrémentent de sorte de leur donner un aspect agréable, parfois rocaille, en plaçant des textes dans des petits cartouches au bord déchiquetés. Mais l'utilisation la plus étonnante est sans doute celle qui concerne les pare-feux, avec des motifs de Madeleine Hortemels, qui sont parfois des peintures véritables et d'autres fois les gravures elles-mêmes collées sur des fonds ornés de motifs floraux. Cela permettait sans doute d'affirmer ses convictions sans trop de danger. On pouvait garder de son côté le recto avec l'image de Port-Royal et ne montrer que le verso de décor floral. Ainsi était-on protégé des foudres du feu destructeur qui pouvait être allégoriquement celui des sbires du roi qui avait mis à bas le fameux monastère de Port-Royal des Champs entre 1710 et 1713. En tout cas, cette suite gravée a fait entrer Madeleine Hortemels, future épouse Cochin, dans le cercle des grands artistes graveurs du XVIIIe siècle. Et elle a fait une sorte de coup d'éclat au début de sa carrière qui méritait que l'on s'arrête sur son cas et sur son œuvre la plus célèbre qui, j'espère, vous aura plu et vous aura intéressé pendant cette minute. Je vous remercie.